Ok. Bonsoir. Donc, nous sommes aux éditions d'en bas. Je suis Jean Richard. Je travaille ici en tant qu'un des éditeurs. Et nous avons lancé depuis hier une série de débats et de rencontres et d'échanges plutôt autour de deux parutions, deux livres qui sont parus, l'un l'année passée et l'autre cette année. Celui de l'année passée, c'est Tumulte post-corona, les crises en sortir et bifurquer. Un ouvrage qui rassemble les contributions de plus de 57 personnes sur des sujets très divers concernant justement en quoi ce qui nous est arrivé l'année passée, ce qui nous arrive encore cette année, a touché les institutions, la démocratie, le lien social dont on va parler ce soir, et la société, l'économie, l'alimentation et l'agriculture, les sciences et la santé, les perspectives internationales, la transition écologique, et demain, se reconnecter à l'univers, réinventer le temps. Donc, dans ce premier ouvrage, nous avons abordé de très nombreux sujets pour mieux cerner ce qui nous arrive d'une part, mais surtout en quoi nous pouvons répondre et proposer peut-être des pistes à la fois de réflexion et peut-être même d'action pour l'avenir. Voulons-nous rester dans l'anormalité de l'avant-épidémie ou voulons-nous nouer plutôt, repenser, penser un autre avenir ou des autres avenirs de manière peut-être bien réfléchie et bien pensée, sans tomber dans l'angélisme dont on va parler ce soir aussi. Le deuxième ouvrage que nous avons publié, qui vient de paraître en librairie, s'intitule Manifeste 2020, Urgence pour un autre monde et ne pas revenir à l'anormalité. C'est donc un ouvrage, c'est un manifeste qui a été publié sur Internet l'année passée, à l'initiative de Michel Buller et de Nago Humbert, qui a réuni un certain nombre d'auteurs et d'autrices qui sont aussi dans notre ouvrage, mais pas toutes et toutes, tous et toutes, et qui était peut-être un ouvrage dirigé vers un sentiment d'urgence. Il fallait faire un appel à la population, aux personnes concernées, aux institutions, au mouvement politique, pour qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce qui nous arrive. Quelle est la sortie des crises qui nous frappent. Et donc c'est une série de textes qui à la fois posent un problème, un peu les mêmes thématiques que nous avons élaborées dans ce premier livre, puis en même temps qui fait des propositions. Il fait des propositions du style injonction, il faut changer ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. On peut discuter de la manière dont on peut mobiliser les personnes, c'est pas évident. Les populations, les personnes concernées, c'est pas évident et ça fait partie aussi des échanges qu'on peut avoir. Donc ces deux ouvrages nous ont menés à vouloir organiser via un direct Facebook une série d'échanges sur les différents thèmes qui vont nous occuper ces prochains jours jusqu'à la semaine prochaine. Donc 10 débats en tous, 10 échanges. Et celui-ci est le deuxième. Ça remplace ce qu'on aurait voulu faire, c'est-à-dire une journée ou 2 journées de rencontres en présence ici à Lausanne, mais ça n'a pas pu être fait, donc on choisit ce biais-là. Donc vous allez pouvoir écouter en direct ces échanges, et puis ensuite, sous forme d'une vidéo, parce que nous enregistrons ces rencontres, vous pourrez les consulter sur YouTube, la chaîne YouTube des éditions d'en bas, à votre guise et selon votre rythme. Donc les échanges vont rester et pourront servir à alimenter d'autres discussions, d'autres rencontres. C'est du matériau pour susciter d'autres débats. Maintenant, passons à notre soirée, après cette introduction. Nous avons donc ce soir, autour de la thématique du lien social et de la société, vaste programme, mais on va peut-être le cerner
dans les échanges que nous allons avoir sur quelques enjeux et quelques sujets. Il y a à ma droite Sylvia Ricci-Lempen, que je vous présente. Sylvia Ricci-Lempen est auteure, philosophe, chroniqueuse. Elle était entre autres rédactrice de Femmes Suisses, à l'époque où Femmes Suisses existait, spécialiste des féminismes aussi, mais surtout auteur. Il consacre tout son temps depuis qu'elle est à la retraite, en quelque sorte. Elle a publié de nombreux romans, j'en cite quelques-uns, qui sont parus en Suisse romande, chez d'autres éditeurs, comme les éditions de l'Air, Un homme tragique, Une croisière sur le lac Nasser. Et aux éditions d'en bas, elle vient de publier Les rêves d'Anna, qui a aussi été publié dans une version italienne, je dis version, pas forcément identique, intitulée I sogni d'Anna. Ces deux romans sont parus l'année passée et cette année. Auparavant, elle avait publié Ne neige-t-il pas aussi blanc chaque hiver, aussi aux éditions d'en bas. Et elle avait également publié en collaboration avec Martine Chaponnière, Tu vois le genre, une série de contributions sur les féminismes. Et ce sujet va pouvoir être au cœur de notre échange parce que l'épidémie qui nous a frappés et tout ce qui s'est passé l'année passée et cette année concerne également tout un pan de la société. Ça nous a révélé des choses qui existaient déjà et dont on va parler. Ensuite, je présente tout à ma droite, après Sylvia, Marc-Henri Soulet, sociologue, professeur de sociologie à l'Université de Fribourg, titulaire de la chaire de sociologie politique sociale et travail social. Il est présent parmi nous en Suisse depuis plus de 30 ans. Les sujets qu'il a abordés dans ses travaux au cours des années incluent les questions d'exclusion sociale, de non-intégration, des vulnérabilités, du chômage, des dépendances. Il a également, dans le cadre de l'action pour le travail social, développé une notion qui va peut-être nous intéresser dans la suite des échanges, qu'il intitule l'agir poétique. Et ça m'a permis de faire un rapprochement avec tout le travail, et entre autres l'article que tu publies, le texte, le chapitre que tu publies dans Tumult Post-Corona, Sylvia, sur la faculté de fabulation des êtres humains, entre autres, et peut-être les animaux aussi sont capables de fabulation. Mais en tout cas, ce qui nous concerne, c'est cette capacité imaginative de donner un sens à nos existences, probablement, quand on essaye, mais également d'imaginer l'action. Et donc l'importance de la dimension poétique du faire et de l'agir au niveau de la création dans ce qui nous arrive. Ce sera la fin de nos échanges. Donc, on va démarrer maintenant avec ce que je souhaite, j'aime bien le faire, c'est si l'on peut, définir en quelque sorte l'objet de nos échanges ici. Il s'agit entre autres du lien social. Alors c'est un sujet, on pourrait dire plutôt les liens sociaux. De quoi est constitué un lien social? De quoi sommes-nous constitués en tant qu'individus dans nos processus réciproques d'individuation et dans les processus collectifs? Et en quoi c'est important? En quoi c'est vital à la fois pour la survie et en même temps pour l'existence de nos sociétés et de nos États. J'ai également proposé qu'on réfléchisse à l'extension, je trouve ça important, de ce qu'on appelle le social, au-delà de l'humain. Parce que nous sommes rendus compte que les virus et les bactéries font partie constitutive de nos êtres, font partie de
génome en quelque sorte, et que nous avons plus en commun avec les animaux qu'on ne pense. Et que quand les questions environnementales se posent, ben, les animaux se rappellent à notre souvenir, en quelque sorte. Donc, Sylvia, dans un premier temps, le lien social, pour toi, qu'est-ce que ça évoque comme domaine, comme champ, en lien avec ce qui nous est arrivé? Est-ce que ce qui existait avant au niveau à la fois du lien social, dans les liens sociaux en tant que à la fois constitutifs de nos sociétés, mais en même temps qui pointent peut-être des dysfonctionnements de nos sociétés, des liens sociaux qui sont déjà en rupture en quelque sorte. Est-ce que l'avant a été révélé par ce qui nous est arrivé? Il existait déjà, et de quelle manière ça s'est empiré peut-être ou pas? On découvre au fond, grâce à des crises comme celle-ci, des éléments qui sont soit visibles, soit invisibilisés en quelque sorte. Merci. Je crois que je vais commencer par faire un petit pas de côté sur le mot lien. Parce que nous sommes toutes et tous conscientes et conscients, j'essaie de pratiquer le langage inclusif, que le mot lien a deux sens contradictoires. Donc, le mot lien peut indiquer, et c'est dans ce sens-là qu'il nous est proposé ce soir, si je comprends bien, peut indiquer la relation qui nous unit aux autres et qui, pour le dire en termes un peu attendus peut-être, nourrit notre humanité. Mais le mot lien, il signifie aussi entrave. Moi qui suis romaine, j'ai grandi avec pas loin de chez moi la basilique de Saint-Pierre-aux-Liens, où on conserve les reliques constituées par les chaînes qui ont entravé Saint-Pierre au moment de son arrestation à Jérusalem. J'attire l'attention sur la dualité de ce mot. Et par rapport à la relation entre les femmes et les hommes, qui est au cœur de mes préoccupations depuis longtemps, j'aimerais bien qu'on ne perde pas de vue cette dualité de la notion de lien. Dans la littérature féministe, j'entends littérature sociologique, littérature de réflexion, il y a pas mal de références à cette notion de lien dans son sens négatif. Sans vouloir trop citer de livres, mais enfin, il y a par exemple une psychanalyste féministe qui s'appelle Jessica Benjamin, qui a écrit un livre intitulé The Bonds of Love, les liens de l'amour, où elle montre à quel point ces liens de l'amour sont des vrais liens pour les femmes. Et donc, j'en arrive quand même à une tentative de connexion entre les deux significations de ce mot. Ce qui s'est passé et ce qu'il faudrait éviter que ça continue, c'est que les liens dans le sens des entraves, dans le sens négatif, qui ont été, comme nous le savons toutes et tous, subtilement imposés aux femmes, notamment à travers ce défaussement de la partie affective de la vie des hommes sur les femmes, en même temps, ça a contribué d'essentiel dans le tissu social, parce que les liens le lien social au sens positif, dont nous parlons ce soir,
il a été largement nourri par ce que les femmes ont fait pour tenir ensemble la société, depuis toujours. Donc, pour l'instant, je conclus en disant, en proposant comme, pas nécessairement en vous proposant, Monsieur Soulet, parce que vous allez partir sur vos idées à vous, mais en disant que pour moi, c'est important de ne pas perdre de vue que le renforcement du lien social dont nous avons profondément besoin, dans le sens donc, positif, dans le sens de la fameuse solidarité finalement. J'imagine que c'est de ça qu'on parle, solidarité bien mise à mal, contrairement aux apparences, à mon avis, par la pandémie. C'est quelque chose où les femmes ont joué un rôle énorme en assumant des liens au sens d'entrave. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas monopoliser la parole d'emblée, mais voilà, je me suis permis de poser cette réflexion-là en démarrage de conversation. Merci. Monsieur Soulet. On pourrait essayer de rebondir de deux manières, parce que vous m'avez tendu une perche, vous une autre. Alors, je vais essayer de le faire en disant, vous avez, excusez-moi, buté sur les termes, vous avez buté sur les termes quand vous avez intitulé la séance d'aujourd'hui le lien social. Et puis vous avez corrigé dans votre présentation parlant des liens sociaux. Je voudrais essayer de jouer de cela un petit peu. Et puis je voudrais vous rejoindre tout à fait et prolonger peut-être, on ne sera pas toujours d'accord, mais prolonger sur ce double sens de lien dont vous parliez tout à l'heure. Alors, la première chose, il me semble que nous avons vu effectivement beaucoup dans le cadre de ces quelques mois que nous avons vécu ensemble, s'exprimer la force, le besoin des liens sociaux. Des liens sociaux entendus au sens d'une sociabilité. On a besoin de l'autre. On a besoin de le voir, on a besoin de le toucher, on a besoin de partager avec lui. On a eu très fortement le sentiment que ça, c'était au cœur de notre existence en tant qu'individu. Que sans l'autre, nous n'étions rien et que nous avons besoin de ce partage. Et ça, je crois qu'on le revoit régulièrement, on l'entend régulièrement. Il ne faut pas confondre ce besoin de liens sociaux, que ce soit au niveau familial avec ma mère, mon père, etc., ou avec mes amis, avec ce qui serait, et comme vous disiez, vous posiez la question, j'entendais, et pour vous, c'est quoi le lien social? J'aurais pu répondre, tout. Toute ma discipline est contenue dans le lien social. J'aurais pu vous répondre, c'est tout ce qui constitue la sociologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on tient ensemble, qu'est-ce qui fait que nous vivons en société ensemble, et ceci n'a pas grand-chose à voir avec les liens sociaux qui sont vitaux pour que nous vivions bien notre existence dans une dimension où nous plaçons du point de vue des individus, dans l'autre, nous sommes dans un cadre politique. Voilà. Et si j'essaie de dissocier cette sociabilité qui nous est vitale, et on a bien vu comment elle était nécessaire, on a bien vu, et je vous rejoins tout à fait, combien la solidarité avait pu être, malgré les apparences, mise à mal ou interrogée. Alors bien sûr, il y a eu des effervescences émotionnelles de solidarité. Tout le monde s'est senti, pourquoi ? Parce qu'impuissant, parce qu'apeuré, parce qu'incapable d'imaginer comment on pouvait agir chacun sur sa propre existence et en conduire le devenir. On s'est dit, je suis mains et pieds liés à ces êtres quasi mystiques, divins, que j'implore comme des sorciers qui étaient devenus le personnel médical. Et on les a acclamés. Mais cette solidarité émotionnelle n'a rien à voir avec une solidarité politique. C'est tout simplement des effluves, excusez-moi, pour ne pas utiliser des termes moins agréables. Des effluves à ce niveau-là. On n'a vu aucune traduction politique, aucune traduction économique.
à l'égard de ces personnels, ces sorciers qui allaient nous sortir du mal et nous guérir, non pas du mal corona, mais plus largement. Donc ça c'est le premier élément, je crois. Il y a eu des solidarités émotionnelles, mais qui sont des fictions. Il y a eu des formes de solidarité réelle, je crois très fortes, qui venaient du politique. Et on y reviendra probablement dans la discussion sur le politique. Le politique s'est constitué comme un arbitre. Et on le voit dans tous les pays, le politique arbitre. Il fait semblant, il essaye de tenir compte des positions de chacun et de chacune, en faisant en sorte que ça tienne, parce que la fonction du politique, elle est d'abord de gérer le corps social. Sans le coronavirus, généralement, mais avec le coronavirus aujourd'hui, de gérer le politique et l'arbitrer. Les restaurateurs aujourd'hui, les entreprises hier, les écoles, parce que c'est important, pas l'université, vous pouvez le noter, c'est pas important. Donc, si on est grand, on peut se débrouiller les étudiants, même si on en reparlera éventuellement. Mais vous voyez bien cette idée qu'il y a eu une solidarité. Jamais nous n'aurions imaginé, penser à ce pauvre président français qui a osé dire quoi qu'il en coûte, ça va lui en coûter. Et pas qu'à lui, hein, tous les politiques, ça va leur en coûter. Cette idée qu'on doit être solidaire, mais ce n'est pas de la solidarité, c'est d'essayer de faire tenir par-delà, en quelque sorte, une dimension symbolique. C'est colmater les brèches. Mais c'est bien du lien social, mais d'un lien social interprété au plus bas niveau qu'il soit, je crois. Simplement dans l'idée que si ça lâche, excusez-moi, ça pète. Excusez-moi le terme, mais au sens où quelque chose de grave se serait passé. On a vu apparaître aussi, et je me tairai après, mais on a vu apparaître aussi des formes d'insolidarité qu'on n'aurait jamais imaginées à ce point-là. Comment penser qu'un ministre ou un général d'armée, disons espagnol, pour ne pas en citer d'autres, allait passer outre et allait devenir prioritaire pour se faire vacciner? La question de la priorité vaccinale est un enjeu de solidarité qui varie d'un pays à l'autre. Dans certaines démocraties, on va dire autocratiques, les prioritaires, c'est l'armée. C'est bien évident, parce que c'est le maintien d'ordre. Donc, on voit bien qu'on a un enjeu de solidarité fort et qui rejoint cette question du lien social dont nous parlions tout à l'heure, qui est ce lien politique et qui n'est pas le lien, on va dire, de la convivialité dont on nous parle. Et je crois qu'il faut distinguer les deux. Si je peux me permettre, et je me termine, vous avez lancé une perche sur les non-humains, parce que le coronavirus n'est pas humain, ce qui est vrai et pas vrai. Vous avez, dans le courriel que vous m'avez envoyé, cité Bruno Latour, avec cette révolution qu'il a fait subir, des actants qui ne seraient pas des actants non humains. C'est une révolution analytique dans le champ sociologique. D'un autre côté, il n'y a rien d'extraordinaire. Tout le monde avait pensé, avant, sans oser le thématiser comme tel, la force du contexte. Rappelons-nous Emmanuel Leroy-Ladurie qui, dans son explication de la Révolution, fait intervenir le climat. Alors, on peut être d'accord ou pas, mais c'est le climat. La seule chose que le coronavirus nous donne comme information forte, c'est la validation de la thèse de Ulrich Beck, qui est: nous avons produit les non-humains qui nous nuisent. Nous avons produit les risques, nous, humains, en agissant sur le monde, et on ne peut pas faire autrement. En agissant sur le monde, nous produisons les non-humains qui nous contraignent dans notre action dans le monde. Je crois que c'est ça que le coronavirus nous oblige à voir. S'agit-il d'un renversement de perspective? En tout cas, ce qui était dans le champ, on va dire, des sciences humaines, des sciences sociales et des sciences de manière générale, est devenu aujourd'hui quelque chose qui appartient au monde commun. Tout le monde est maintenant certain que c'est nous qui avons produit. Je ne veux pas faire le procès des laboratoires chinois, c'est pas ça que l'on veut parler. Tout le monde est certain que c'est nous qui produisons le mal qui nous nuit. Il y a 30 ans, personne n'aurait crédité ces thèses d'Ulrich Beck. Moi, quand je posais la question des liens sociaux, effectivement, on est dans le domaine du politique et des dynamiques sociales, ma question était de dire le monde dans lequel nous vivions avant, avec la mise à mal des liens sociaux par la précarisation de population, par la manière que sont traités justement, et tu le dis dans ton texte,
sur les professions essentielles, ce qu'on a découvert comme essentielles, mais le rôle des femmes, le rôle qu'on leur assigne. Au fond, de quelle manière on assigne des positions, des rôles et aussi des injustices. La justice sociale se pose à ce niveau-là. De quelle manière, pourquoi est-ce que tout d'un coup on découvre cela maintenant, à l'occasion d'une épidémie? On a vu la précarité dans les villes suisses, entre autres du personnel domestique dans les familles riches de Genève ou de Lausanne, qui ont tout simplement licencié ou laissé sur le bas-côté la plupart de leurs personnes intendantes, qui ont permis à leur vie d'être très agréable avant. Et puis ensuite, paf, alors ça rejoint les non-solidarités, en quelque sorte. Est-ce qu'on était à ce point-là aveugle? Est-ce que l'invisibilisation est si forte que cela? Et puis en même temps, on s'étonne, on est choqué, et puis la réponse politique ne suit pas, en quelque sorte. Là aussi, on est dans des graves questions de justice sociale à l'avenir. Moi, j'ai trouvé extrêmement éclairant ce qu'a dit M. Soulet sur la différence entre le lien social basique, qui est cette espèce de ciment, pour juste tenir la société debout, pour la tenir ensemble, qui est le souci de la classe politique, en gros, hein, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, et un lien social à un autre niveau, pensé comme solidarité agissante. En gros, je ne sais pas si je résume bien ce que vous avez dit. Alors, par rapport à la question de savoir, on découvre tout à coup, mais bien entendu, l'idéologie dominante, enfin, je ne sais pas s'il faut utiliser ce mot tellement discrédité de l'idéologie, mais enfin, c'est de faire tenir ensemble la société. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la situation française, mais enfin, on a bien vu que la situation française avait commencé déjà depuis longtemps à lâcher de tous les côtés, avec les gilets jaunes, etc., la loi travail, enfin, bref. Donc, tenir les choses ensemble, et ça, c'est le niveau basique. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se trouve avec ce virus en face d'une situation où on a peur que ça soit ça qui lâche. Et donc, on est très très loin, à mon avis. Je veux bien être contredite, mais à mon avis, on est très très loin d'une pensée de construction d'un lien social qui ne soit pas seulement agglomérer les gens ensemble, mais qui soit vraiment une solidarité pensée. Et une solidarité, tu as utilisé un mot que j'avais envie justement de mettre sur la table, qui est le mot de justice. Le fameux slogan de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. La fraternité, heureusement, a été remplacée par la solidarité dans le langage contemporain. Je dis heureusement parce que la fraternité excluait les femmes. Donc, mais laissons de côté la liberté, parce que j'arrive pas à jongler avec 3 balles à la fois. Mais si on prend l'égalité et la solidarité, elles vont pas nécessairement d'accord. Hein, ces deux valeurs-là, pas plus qu'avec la liberté du reste. Et la solidarité, pour être une vraie solidarité, à mon avis, devrait être basée sur la justice. Dans le texte que tu as eu la gentillesse de mentionner, que j'ai écrit dans Tumulte post-corona, je parle aussi de cette notion de justice. Et pour moi, la justice, c'est-à-dire, en gros l'égalité, mais enfin, restons-en au terme de justice. Pour moi, la notion de justice devrait précéder la notion de solidarité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'être tous gentils les uns avec les autres, il s'agit de donner à chacune et à chacun son dû. Et c'est ce qui
manquait déjà avant la crise et ce dont on s'aperçoit avec violence, ça nous vient vraiment contre, que ce n'est pas le cas maintenant. Moi, je suis extrêmement choquée de voir, pour parler du personnel soignant, je suis extrêmement choquée de voir à quel point on refuse politiquement d'améliorer la condition du personnel soignant que l'on remercie et que l'on a applaudi pour avoir justement tenu ensemble la société. Il y a là une contradiction qui existait avant, mais qui continue, qui est devenue encore plus flagrante. Et je ne veux pas être pessimiste, mais je n'ai pas du tout l'impression qu'on prend le chemin de la corriger. Enfin, dans les discours, oui, dans certains discours même, mais pas dans les choix politiques. Donc moi, cette question de la justice, et j'y inclus évidemment, bien entendu, le partage des tâches domestiques qui continue à faire défaut. J'y inclus toutes les injustices souvent cachées dont les femmes sont victimes, mais c'est pas seulement une question de femmes, c'est une question de tous les secteurs de la société qui se trouvent en position de contribuer fortement à ce que j'appelais tout à l'heure dans ma première intervention le tissu humain, le tissu, je dirais presque affectif de la société, et qui n'ont pas de reconnaissance sonnante et trébuchante, et de reconnaissance, bien sûr. Donc, voilà, je ne crois pas que la pandémie nous ait révélé quelque chose qu'on ne savait pas. Les gens qui y réfléchissaient, ils le savaient ça avant. Mais ça, effectivement, ça nous vient à la figure, mais je n'ai pas l'impression que la société en tire vraiment les conséquences. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui observez la société de manière peut-être plus globale que moi. Je confirmerai votre pessimisme. Mais si vous... Oui, je donne la parole, bien sûr. Qu'est-ce que la crise nous apprend? Non, qu'est-ce que le coronavirus nous apprend de nouveau? Rien et tout comme toute crise. Le coronavirus, c'est une crise, et la crise, ça ne fait, comme toutes les crises, que révéler les structures sous-jacentes, invisibles, qui organisent la manière dont nous fonctionnons. Et je crois que ça, c'est la première chose. On a vu que, par exemple, vous évoquiez dans le document que vous m'avez transmis bien gentiment le très beau texte provocateur de Barbara Stiegler, qui est vraiment remarquable, et dans lequel elle commence par une citation du rédacteur en chef du Lancet, dans lequel elle dit: il ne s'agit pas d'une pandémie mais d'une syndémie, c'est-à-dire il s'agit véritablement de quelque chose au sens de crise, là on revient à la même chose, c'est-à-dire qui révèle des fragilités sociales, des comorbidités des individus qui sont liées à leur situation personnelle, qui sont très âgés, qui ont un cancer, etc. Mais aussi, on voit bien que qui sont les personnes qui ont été atteintes et qui ont souffert, voire qui sont décédées de la suite du coronavirus, majoritairement des personnes vivant des situations sociales défavorisées, pour euphémiser. Donc, très clairement, elle nous révèle ce que nous savions tous, que nous ne voulions pas voir. C'est que nous étions une société, alors je parle des sociétés européennes, puisque c'est celles sur lesquelles nous avons plus d'informations, et nord-américaines. Nous étions des sociétés basées sur une certaine structure sociale qui nous donnait un confort, mais qui reposait sur des inégalités profondes, et notamment des inégalités devant la santé. Ce qu'on fait comme si il y avait une révélation, ce qu'est une crise, une révélation, le grand rideau est tiré, et sur la scène, on découvre les inégalités. Bien non, elles étaient là. Mais paradoxalement, on est en train de nous parler aujourd'hui de la vulnérabilité très grande. Bien avant la crise du coronavirus, on nous parlait de la vulnérabilité. Mais on nous parle de cette fragilité, de cette vulnérabilité d'un certain nombre de populations.
Et quand on parle vulnérabilité, quand on parle fragilité, je ne sais pas, quand votre maman ou votre grand-maman avait des beaux verres en cristal, elle n'est sortait que le dimanche de Noël ou de Pâques, le reste du temps, elle les mettait dans l'armoire, bien protégés, et vous n'aviez pas le droit de vous en approcher, parce qu'ils étaient fragiles. Donc elle les protégeait. Là, nous entendons parler d'inégalité sociale de santé terrible. Aucun discours sur la protection. Nous entendons parler de vulnérabilité. Aucun discours sur la prévention. Vous avez entendu parler de la prévention depuis quelque temps en matière de coronavirus? Non. Ça atteint les plus faibles, tant pis pour eux. On va essayer de les protéger, donc on va les enfermer, tant pis pour eux. Je provoque. Non. Mais vous voyez bien, me semble-t-il, que la crise nous révèle nos propres contradictions. Et là, je vous rejoins, elle a révélé des choses toutes bêtes, excusez-moi, que monsieur ne savait pas être à la maison. Justement, j'allais dire, je veux juste ajouter une petite remarque sur ce que vous venez de dire. J'ai reçu récemment des textes écrits par une jeune écrivaine qui a un peu interviewé des femmes de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie, sur comment elles avaient vécu en famille le confinement, et c'est vraiment éclairant. C'est-à-dire que c'est des toutes petites choses. C'est des toutes petites choses. Mais comment le poids de cette situation exceptionnelle, il est retombé sur les femmes, qu'il s'agisse des travaux domestiques ou qu'il s'agisse malheureusement aussi, c'est encore un autre sujet, de la violence domestique. Donc, c'est comme si, face à l'urgence, on n'a pas le temps de raffiner sur la justice. En gros, moi, par rapport aux femmes, mais par rapport aux autres, on n'a pas le temps de raffiner sur la justice. Il faut que quelqu'un fasse les choses, et puis, bon, après, qui les fait, on verra après. Mais ça ne fait que conforter, finalement, la situation d'injustice qui existait avant. Et encore une fois, je parle des femmes, parce que c'est un sujet que je connais bien, mais c'est applicable à d'autres populations, comme vous le disiez. Je pense que vous avez raison de souligner que ce qui a été révélé, ce sont des inégalités qui auraient dû être traitées sous des formes de justice sociale. Paradoxalement, les modes de traitement que nous ont proposés, mais je comprends bien, personne n'aurait été à l'aise pour gérer une telle situation. Mais les modes de gestion qu'on nous a proposés sont des modes qui n'ont jamais évoqué la question de la justice sociale. Et même quand on a dépensé des millions, des milliards pour permettre à des personnes de subsister, de continuer à vivre, ce qui était vital, et on peut bien le comprendre. Mais à aucun moment il ne s'est agi de dire est-ce qu'on ne peut pas corriger? On a simplement essayé de dire tenons. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Tenons est essentiel. Essayons de tenir. Mais paradoxalement, c'est devenu d'autant plus insupportable que la crise a dévoilé ce que nous ne voulions pas voir, ce que nous savions, et que nous faisions comme l'autruche un grand plaisir d'ignorer. Là, nous ne pouvons plus l'ignorer, ça ne veut pas, je vous rejoins, dire que pour autant nous allons changer demain. L'angélisme en la matière est peut-être la pire des choses. Voilà, vous me tenez la perche au niveau de l'angélisme, et je reviens à ton chapitre, Sylvia, dont je rappelle le titre quand même, parce que c'est important dans notre débat. Le care, le sens de la vie et l'art de fabuler. Et effectivement, le care, et ça vous connaissez bien, soulève, parce que ça aussi fait partie de l'action sociale et du travail social, c'est devenu un sujet de recherche. Moi, je serais d'accord pour qu'on explique ce que c'est. Oui, justement. Oui. Alors, je te donne la parole tout de suite pour exposer cela. C'est un mot qui est entré dans le vocabulaire sociologique depuis environ une trentaine d'années, je pense, 30, 40 années. Voilà. Oh. Mais c'est pas simple de le définir. Hein, il faut. Parce que c'est le travail de soin, mais pas le travail de soin dans le sens du chirurgien qui vous découpe vos viscères pour faire une opération, le travail de soin dans sa dimension à la fois très matérielle et aussi très humaine. Et en gros, il peut être rémunéré ou pas rémunéré. Vous rémunérez justement le personnel soignant
parlons pas du personnel médical, mais l'aide-soignante, voilà, les personnes qui vraiment sont en contact avec l'humanité basique des patients. Elles sont rémunérées mal. Il y a tout un travail de care qui est gratuit. Évidemment, bon, ben là, l'exemple est gros comme une maison. Ben c'est ce qu'on fait à la maison pour l'entretien de la vie, qui a été plus que largement attribué aux femmes. Donc, il y a, la définition du care n'est pas simple, mais enfin, c'est prendre soin d'autrui dans l'intention de maintenir des conditions de vie vivables, en gros. Bon, les définitions peuvent varier, mais voilà, je t'ai interrompu. Non, pas du tout, au contraire. Non, c'était pour lancer le débat. Il y a tout un débat autour de cette notion de care. Parce que, évidemment, il y a eu longtemps l'idée, y compris chez les féministes, par exemple, Simone de Beauvoir, que ce care était un travail absolument sans intérêt, répétitif, ennuyeux, qui n'apportait rien à la personne qui apportait juste l'entretien. C'est-à-dire quelque chose de circulaire. Hein. Il faut juste reproduire. Le travail de reproduction par excellence. La femme est reproductrice dans le sens qu'elle met au monde des enfants, mais dans une acception un peu plus large, elle reproduit aussi tous les jours les conditions de vie en faisant la cuisine, en époustant, en s'occupant des enfants pour qu'ils aillent à l'école, etc. C'est ce travail il a été souvent aplati au rang de pur travail de reproduction. C'est très intéressant de voir, et là on rejoint, je crois, vraiment le thème général de notre échange. C'est très intéressant de voir que maintenant, les théories féministes contemporaines du care disent autre chose. Elles disent le care apporte autre chose. Il ne se contente pas de reproduire les conditions de vie. Il apporte quelque chose qui, pour faire simple, se définit comme la capacité de traiter notre interdépendance. Là, on est en plein dans le lien social, dans la notion de lien social politique élaboré, comme vous l'avez expliqué au début. Et donc, c'est très intéressant de voir que le care, il a une forte teneur symbolique, c'est un travail de forte teneur symbolique, parce qu'il crée quelque chose, il crée des conditions de vie qui sont meilleures que ce qu'elles seraient, pas seulement si juste les gestes n'étaient pas faits, mais si ces gestes n'étaient pas pensés, sentis, à travers toute une charge d'humanité qui nous fait accéder, en gros, à plus de démocratie, si on ose cette notion, disons. Donc, c'est très intéressant. Seulement, puisque tu me permets d'essayer de synthétiser un peu ce que j'ai voulu dire dans ce texte, c'est que tout ça, c'est bien joli, mais pas du tout la nature humaine, parce que je ne crois pas à la nature humaine, mais enfin, ce que l'évolution nous a poussé à faire, ça a été une forme d'affirmation de soi, de conquête, de dépassement des limites, etc., etc. Toute l'idéologie, en particulier occidentale, mais enfin, nous sommes des occidentaux ici, en tout cas. Et la grande difficulté, c'est de faire entrer des activités comme le care ou d'autres activités comme celle de la préservation de l'environnement, par exemple, sur laquelle je suis très peu compétente, mais enfin, voilà, ou des activités de prise de soins sociales, en gros, de faire entrer ce type d'activité-là dans le concept de conquête, d'amélioration, de progrès, et pas seulement reproduire ce qui existe. Et ça, c'est un immense défi, parce que nous vivons dans un univers mental qui ne nous encourage pas du tout à
considéré comme un défi possible, un défi lancé à cette chose merveilleuse qu'est l'être humain, qui est un être de progression, d'avancement, de découverte, de dépassement. Comment faire entrer le care, qui est défini justement comme une activité de dépassement et de progrès par les théories féministes contemporaines, mais comment, dans la conscience collective, faire entrer ce care au rang de ces activités qui sont valorisantes pour ce qu'il y a en nous d'humains conquérants. Voilà, c'est extrêmement difficile. Et je dois dire que la culture au sens large dans laquelle nous baignons, culture économique, culture technologique, ne nous y aide vraiment pas. Bon, monsieur. Voilà. Monsieur Soulet, comment rebondissez-vous? Moi, je dois dire, je vous remercie de m'avoir envoyé ces ouvrages. Malheureusement, je n'ai pas pu tout lire, bien sûr, pas parce que c'était trop tard. Enfin, je n'ai pas pris suffisamment de temps, en tout cas, mais je me suis permis, bien évidemment, de lire votre texte et je me suis régalé en le lisant. Et j'ai trouvé beaucoup de sources d'inspiration et beaucoup de proximité. Alors peut-être vous les contesterez tout à l'heure, mais en tout cas beaucoup de proximité. Mais je vais rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, et peut-être de manière un peu provocatrice, parce que c'est l'objet aussi de susciter le débat. Je vous rejoins tout à fait en disant il y a une dimension du care que je vais rabattre, excusez-moi, au ras du sol. Et vous allez voir pourquoi je peux me permettre de le rabattre au ras du sol. C'est la fonction d'entretien et de maintien. Et il n'y a pas que les femmes. La fonction d'entretien et de maintien, je vais faire. Vous prenez Créon dans Antigone, notamment dans la version d'Anouilh. Créon, tout simplement, il faut que je me lève tous les matins. Alors que toi, Antigone, tu peux te permettre. Moi, il faut que je me lève tous les matins et que je fasse en sorte que la société tienne et que je la reproduise. Donc c'est une fonction, vous avez raison, de reproduction. Donc le gestionnaire politique, c'est ce qu'ont fait nos politiques. Ils ont fait du care sans le savoir, si on met le care au premier niveau, qui est ce niveau de entretenir, maintenir la collectivité sociale, la faire durer. Quel qu'en soit le prix, vous voyez, quel qu'en soit le prix, la faire durer. Et ça, je pense qu'il faut voir que cette fonction est essentielle, même si elle est fondamentalement oubliée et négligée. D'où, dans le champ professionnel, je reviendrai sur la dimension philosophique tout à l'heure, dans le champ professionnel, que je connais, mais peut-être aussi dans le champ sanitaire, on voit remonter la question du prendre soin, qui est tout simplement reconnaissez que cette fonction est vitale, et ça devient une rhétorique professionnelle pour faire comprendre qu'à côté de la vision transformatrice, dans le champ médical, c'est la thérapeutique, dans le mien, c'est le champ de la transformation pédagogique, transformer l'autre pour qu'il devienne meilleur, pour qu'il ait une meilleure situation. Moi, j'ai toujours plaidé depuis fort longtemps pour l'idée qu'il y avait une dimension qui est indissociable. Et là, je vous rejoins, les deux sont indissociables. Une fonction indissociable qui est faire en sorte que la personne tienne dans son existence d'abord, avant de vouloir la changer. Faire en sorte qu'il y ait, j'ai appelé ça en faisant la parallèle avec la médecine, une dimension palliative. Faire en sorte qu'on fasse tenir les personnes, qu'on fasse tenir le lien, qu'on continue à les faire exister avant de vouloir transformer leur existence. Ça, il me semble que c'est une première dimension qui va être la dimension du maintien, de l'entretien, peu importe comment on l'appelle. Puis à côté, et moi j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez souligné, c'est on ne saurait nier que l'être humain est un être, homme et femme, de puissance, de volonté d'action sur le monde, de volonté de transformation du monde, ce qui suppose la responsabilité. Vous avez cité Hariri dans votre texte. Il y a un superbe ouvrage d'un essayiste, comme les Américains savent le faire, d'un essayiste américain qui s'appelle Nasser Tayeb, qui nous parle de cette idée, jouer sa peau. C'est-à-dire, ceux qui sont puissants sont ceux qui vont jusqu'au bout
de la responsabilité de leurs actes et comme, excusez-moi la métaphore masculine, comme le guerrier se met devant et joue sa peau. Alors, je crois qu'il y a cette idée qu'on ne saurait dissocier la fonction d'entretien, appelons-la ainsi, je vais paraître fonctionnaliste là, et puis de la fonction de conquête, de production de richesse, de captation de richesse, de volonté de puissance que nous avons. Et puis, il y a la troisième, qui est celle de la fonction symbolique que vous rappelez fort bien, de fabulation, qui est, pour ça, il faut produire du sens, pour que ça tienne. Il faut des clercs, peu importe comment ils s'appellent, il faut des clercs qui nous disent pourquoi le monde est comme il est et pourquoi il est légitime. Et ce qu'a révélé la crise, c'est que nous avions oublié qu'il y avait une fonction d'entretien, pourtant qui était vitale, et une fonction de symbolique qui était aussi vitale. Et nous avons cru que la production de richesse, la puissance était suffisante. Et je crois que ça c'est la première dimension, me semble-t-il, que cette crise révèle, c'est la nécessité de réarticuler ces trois registres-là. Alors, vous avez raison d'ajouter que les philosophes féministes américaines, notamment, ont insisté sur le fait, mais le Caire, c'est pas que de l'entretien. C'est plus que ça. C'est nous montrer que la dimension de l'être humain reposait aussi sur le fait qu'il ne pouvait pas être seulement, comme nous l'avions cru depuis longtemps, et comme la volonté de puissance qui était la nôtre nous le faisait croire, des êtres automoteurs, automobiles, autoconstruits, tout ce que vous voulez, et que, au contraire, nous n'existions en tant que tels que comme êtres interdépendants. Et je crois que s'il y a quelque chose à reconstruire, il est autour de cette idée d'interdépendance, mais qui est aussi bien économique, écologique, philosophique que sociale en tant que telle. Et que c'est autour de cela que quelque chose peut se reconstruire, mais ça suppose des clercs qui montrent que le sens de la vie passe par l'autre, et pas simplement par la capacité de puissance, qui est réelle et qu'on ne saurait dénier. On ne peut pas être angélique et penser que nous sommes des hommes bons et des femmes bonnes, orientés vers autrui, et complètement, en quelque sorte, retrouver une mystique qu'on espère dépasser. Là, il faut combiner la volonté de puissance, la capacité de puissance et d'action sur le monde. Parce qu'un certain discours, on va le dire angélique vert, qui essaye de nous dire qu'il faut être en symbiose avec la nature humaine, nous ne serons jamais en symbiose avec la nature humaine. Pour exister, nous devons agir sur elle. Et donc agir sur elle, c'est d'avoir dans une certaine mesure, encore une fois, combiné une volonté de puissance avec la reconnaissance d'une interdépendance avec cet espace, ce biotope dans lequel nous sommes. Il s'agit d'une interaction, en quelque sorte, plutôt que Non, parce que l'interaction voudrait dire que les deux agissent. Si vous prenez le coronavirus, il agit parce que nous lui avons permis d'agir. Donc c'est une interdépendance. L'idée, c'est que nous sommes dépendants d'autrui, plus que d'une interaction qui va produire un effet et en retour quelque chose se produira. Reconnaissons que nous, par nous-mêmes, ne sommes pas suffisants. Ne sommes pas autosuffisants. Je voudrais, dans un ultime échange de ce soir, aborder des choses qui m'ont semblé importantes. Surtout, je ne connaissais pas du tout M. Soulet, vos avancées dans le domaine de ce que vous appelez l'agir poétique. Et ça m'a tout de suite fait tilt par rapport au terme de fabulation, qui est ce dont on parle, qui est la production du symbolique. Mais aussi le fait que tu es une auteure, que tu crées des fictions, tu crées des romans, tu racontes, tu récites, tu es en plein dans ce qu'on appelle une dimension narrative. Et je me suis rendu compte, ça c'est une réflexion personnelle, je mène par exemple dans le quartier du Vallon à Lausanne, avec des habitants, tout un travail de réflexion sur l'avenir de ce quartier. Et on s'est posé la question de comment mobiliser les citoyens, les concitoyens, dans une démarche participative. Et donc, dans ce cadre de réflexion, on s'est posé la question de est-ce qu'il n'y a pas manière, justement, par la mise en scène, par la narration, par des dimensions, je dirais, globalement esthétiques, de telle sorte qu'on peut mobiliser les personnes
dans la production à la fois de récits, de leur propre existence, ou bien de l'environnement dans lequel ils se trouvent. J'ai découvert par exemple que le fameux Bruno Latour dont on parlait tout à l'heure, il a commencé, grâce à Ait Touati, une spécialiste de l'histoire des sciences, mais en même temps une metteuse en scène, de faire des performances à la fois philosophiques pour éclairer autrement des mises en scène de la pensée, en quelque sorte, sous forme de vidéos, de sons, d'éléments qui créent, par une dimension esthétique, la possibilité de mieux percevoir justement à la fois ce qui nous arrive et comment le monde peut être perçu autrement et y agir autrement. Et je l'ai découvert aussi dans un ouvrage d'un auteur qui est pour moi essentiel pendant cette période, qui s'appelle Frédéric Keck, qui est un anthropologue social, qui a étudié les sentinelles, qui alertent sur justement les pandémies qui sont arrivées, qui vont arriver. Et dans cet ouvrage, qui s'appelle Signaux d'alerte, il construit son ouvrage autour d'une part une réflexion théorique, anthropologie sociale, des cas, des analyses de cas de pandémie, et puis une dernière dimension esthétique. Il va examiner des films, des romans, entre autres la pièce de Camus, n'est-ce pas, comme étant une démarche essentielle pour pouvoir répondre à ce qui nous arrive. Alors justement, je suis un peu long, je suis désolé de prendre la parole, mais vous deux me confirmez en quelque sorte par votre activité et par vos ouvertures sur cette dimension poétique de la création pour autrement répondre à ce qui nous arrive. Alors, je vous donne la parole à Sylvia. Non, allez-y. Et on va terminer sur cette dimension-là, parce que moi ça m'a profondément stimulé, ces perspectives-là. Ce que tu viens de dire sur les arts qui permettent de, en gros, voir les choses autrement que ce qu'elles sont, et donc donner aussi l'envie d'agir, en gros, pour résumer. C'est la définition même de la culture. C'est les arts, comme la culture en général. Déplacer notre point de vue pour nous faire voir des choses que nous n'avions pas vues. Imaginer aussi un monde différent, mais imaginer déjà ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un, j'en sais rien, d'un Amérindien, d'une travailleuse dans le textile au Bangladesh, enfin bref, imaginez ce que nous ne connaissons pas, des lieux, des temps, des émotions. C'est très important, l'émotion. L'émotion, nous sommes finalement assez restreints dans nos émotions, il me semble. Enfin, je parle pour moi, nous éprouvons toujours un petit peu les mêmes dans nos vies, des émotions. Et puis, ce que nous apporte un livre, une pièce de théâtre, une performance, une exposition d'art contemporain, etc., c'est des émotions, enfin, si ça marche, bien sûr, c'est des émotions que nous n'avions pas jamais éprouvées, ce qui est extraordinaire, et ce qui est un moteur pour faire avancer le monde. Mais, et je suis un peu désolée, mais je vais peut-être terminer sur une note un peu pessimiste, mais je crois qu'il faut regarder la réalité en face. Ce que la culture en général nous invite à faire, c'est à entrer dans la complexité. La complexité à la fois des idées et des sentiments, des émotions. La culture, dont on voit des messages contradictoires, c'est ce qu'elle doit faire. Elle nous déstabilise dans nos certitudes. Et puis c'est pas facile, la culture. C'est pas facile parce que nous tous et toutes, même nous qui sommes nourris de culture, mais nous avons des limites dans notre capacité d'adapter notre perception du monde
aux choses parfois dérangeantes qui nous sont proposées. Changer de point de vue sur le monde ou sur des petites choses du monde. C'est très difficile. Et là où je me sens un peu pessimiste, c'est que j'ai vraiment l'impression que, contrairement à cette idée très mainstream, comme quoi la culture est disponible pour tout le monde, nous avons fait un énorme progrès dans la diffusion des biens culturels, etc. Moi, je n'en suis pas sûre, parce que pour aborder la culture, je ne veux pas dire la consommer parce que je déteste ce mot pour la culture, enfin pour avoir envie d'entrer dans la culture, il faut avoir de l'entraînement. Il faut avoir une capacité à se laisser déstabiliser, dont je suis la première à dire qu'elle n'est pas donnée facilement. Et donc, autant j'ai vraiment la conviction que la culture en général, qu'il s'agisse des arts, qu'il s'agisse des livres, romans, essais, tout ce que vous voulez, tout ce qui brasse des idées, tout ce qui lance des choses, c'est vraiment, voilà, ça serait la, je ne vais pas dire la panacée, mais enfin, si on veut améliorer le monde, il faut un peu se déplacer, et ça c'est la culture qui nous y aide. Mais comment fait-on pour donner aux gens l'envie d'y entrer dans cette culture? C'est difficile, il faut du temps. Regardez le temps qu'il faut juste, même pour lire un roman pas très difficile. Il faut du temps. Moi je suis, enfin j'allais dire je suis payé pour le savoir, ou payé ou pas payé pour le savoir, mais enfin, disons, je le sais. C'est pas facile d'entrer dans un livre, que ce soit un essai, un roman un petit peu, un petit peu complexe, qui remue un peu des choses, c'est difficile. Le théâtre, enfin tout. Regardez la vie qu'on mène, la vie que mènent les jeunes familles, par exemple. C'est extrêmement difficile. Je le dis vraiment de manière élémentaire. Travailler à l'extérieur, gagner de l'argent, élever des enfants, et puis comment fait-on pour donner aux gens l'envie et le temps d'entrer dans une activité qui, nous sommes là, je crois tous et toutes d'accord, qui les aiderait à voir le monde un peu autrement et à comprendre par exemple les enjeux climatiques ou les enjeux sociaux, enfin toutes sortes de choses. Comment fait-on? Et je pense que notre société ne le favorise pas plus que les sociétés du passé. Je ne suis pas du tout une laudatrice des temps passés. Si je regarde ce que c'était que la culture pendant mon enfance et mon adolescence, c'est-à-dire dans les années précédentes, 1968, en gros, j'aimerais pas revenir en arrière, vraiment pas. Mais c'est probablement, je crois qu'il faut l'admettre, c'est un privilège. La culture est un privilège. L'envie de culture est un privilège. Je suis désolée de terminer sur cette note un peu pessimiste. Et pour une fois, soyez pas d'accord avec moi. Malheureusement, je vais être d'accord au moins sur quelques idées, même si je vais me faire un pas de côté par rapport à ce que vous avez évoqué. Moi, quand j'ai utilisé le terme de poétique, c'était pas du tout dans ce sens-là. C'est pour ça que je pose la question. C'était pas du tout dans ce sens-là. Ça référait à l'idée de la poésie, qui était le fait que nous produisions une action alors que nous n'étions pas à l'intérieur de l'action de l'autre. C'est au sens fort de faire, mais non pas de fabriquer, mais de faire presque au sens du travail complexe de Marx, c'est-à-dire de faire l'autre. Et pour un intervenant social, si vous voulez, il ne fait rien. Ça va être très faut pas le crier trop fort. Il ne fait rien. Il ne fait au mieux que faire. Il ne réussit qu'à faire. Donc c'était cette idée de la dimension médiate de l'action dans l'activité poétique, comme la poésie ne fait rien.
si ce n'est, et là je vous rejoins gentiment, nous obliger à transformer notre action en voyant autrement le monde. Elle nous fait faire la poésie, elle ne fait rien. Elle nous fait faire au mieux un pas de côté. Puis il y avait la deuxième dimension dans la poétique, cette fois-ci, et pas la poésie, dans la poétique qui était l'idée que, presque, alors je force le trait, presque comme une maïeutique, c'était de faire accoucher dans une situation donnée, d'une potentialité qui était là et qui pouvait naître. Et il me semble que là, je vous rejoins sur la dimension de la culture, on pourrait dire, non, changer la situation, c'est le travail des politiques, qui fassent leur job et qui nous embêtent pas. On voit bien qu'ils le font le plus consciencieusement possible dans nos démocraties, mais ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas le changer aussi brutalement que cela. Et seule, probablement, la culture peut y parvenir. La culture que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire nous obliger à appréhender un autre monde, à s'imaginer qu'un autre monde est pensable. Pas le monde réalisé de demain, non, non. Tout simplement élargir nos capacités à voir et à penser le monde. Et là, c'est à la fois cette idée que la culture est une poésie au sens où elle ne fait rien. Rien, quand vous lisez, vous ne faites rien, excusez-moi. Vous ne faites rien, moi non plus. Je suis confortablement assis, je ne fais rien d'autre que de me donner les clés pour peut-être demain transformer ma manière de voir le monde. Deuxièmement, dans la situation présente, il y a des potentialités qui peuvent naître, il faut les faire accoucher. C'est peut-être pas seulement le politique qui pourra le faire dans c'est pas sa brutalité, tout simplement, ça n'est pas un accoucheur, le politique. C'est un gestionnaire. Je me demandais si, au moment où vous avez parlé de poétique, vous n'auriez pas pu parler aussi de maïeutique, parce que... C'est un gestionnaire, le politique, il doit faire tenir. Et très longtemps, regardez l'avenir radieux de demain, dont on nous parlait, c'était tout simplement une manière de faire tenir le présent. Soyez content de votre situation, parce que demain sera meilleur. Que ça soit, quel que soit l'avenir radieux qu'on nous promettait, c'était une manière de faire tenir le présent. Aujourd'hui, le présent n'est plus tenable. Mais le politique ne fait pas que cette tâche de faire tenir. Il doit préparer également. Oui, mais... Vous parlez de prévention, de préparation. Et cette dimension-là, le gestionnaire ne peut pas l'aborder uniquement en faisant de la gestion. En ce moment, par exemple, on traite la pandémie qui nous frappe par des moyens sanitaires. Sans vision autre que de dire, mais quelle préparation est-ce qu'on va mettre en place dans les semaines, les mois, les années à venir pour justement faire face à une situation comme celle-ci, mais autrement. Mais regardez... Cette préparation-là, elle est du ressort du politique. Non ? Pas du tout, si j'ose m'exprimer ainsi. Le politique est une éponge. L'homme et la femme politique, ce sont des éponges. Regardez aujourd'hui, on s'entoure des conseils scientifiques. Oui. On regarde les bonnes pratiques des voisins. Oui. Qu'est-ce qui est la préparation? La préparation, c'est justement la culture. C'est justement une réflexion des clairs dont nous parlions tout à l'heure, du symbolique, qui va essayer de nous dire, alors, je rejoins, même si je ne partage pas toutes les lectures de ces philosophes dont nous parlions tout à l'heure, c'est une autre manière de penser le monde. Et le politique, il n'y en est pas une autre manière de penser le monde. Il est à penser demain. Mais demain, c'est le jour qui suit. Pour que cela tienne. Et je crois que rares ont été les politiques éclairés qui ont pu justement faire tenir. Et nos démocraties, paradoxalement, nous condamnent à une vision court-termiste, parce qu'il n'y a pas le luxe de la durée. Si je puis dire, excusez-moi, certains despotes éclairés ont pu être éclairés parce qu'ils avaient le luxe de tenir sur le long terme. Nous sommes dans le court-termisme. Parce que c'est ça qui m'a intéressé par rapport aux travaux d'un Frédéric Keck. Il a développé une typologie, effectivement, qui serait celle de la prévention, de l'agir comme on le fait actuellement, c'est-à-dire de confiner, de traiter sanitairement les choses, mais il a aussi montré que les États ont quand même développé ce qu'on appelle les stratégies de préparation par rapport à des pandémies, des scénarios. On projette des scénarios. Et on a
on a développé, et du reste les Français l'ont bien montré, qu'ils avaient une perspective de préparation qu'ils ont laissé tomber, en quelque sorte. Quand ils ont laissé tomber les stocks des machines respiratoires, les stocks des masques, plein d'éléments ont été lâchés par rapport à une gestion court-termiste, vous dites. Donc la préparation, elle existe dans la dimension politique, puisque les Américains ont été très très forts dans ce domaine. Ensuite, ça a lâché, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas une impossibilité, a priori. Les pays d'Asie, comme Taïwan, Hong Kong et d'autres, ont été dans une perspective de préparation. Sans avoir forcément, comme disaient les Chinois, une dimension autoritaire pour répondre. Donc, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord avec vous, mais peut-être je suis optimiste. Oui, on pourrait ajouter dans la préparation qui n'a pas marché, la Suisse aussi a fait une très belle répétition sur la pandémie il y a quelques années, et on a bien vu qu'elle n'avait servi à rien. Ouais. Donc là, il s'agit tout simplement d'une sorte de tenir à court terme. Moi, quand je parle de changement de logiciel, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est ce que vous évoquiez, d'ouverture des perspectives, c'est par une réflexion culturelle, par un débat qui, me semble-t-il, ne peut pas être le projet quotidien du politique. Créon ne s'occupe pas du futur, il faut qu'il fasse tenir la cité demain. Juste en une phrase, parce que je pense On arrive au bout. Je crois qu'il faut juste mentionner aussi que la difficulté, c'est qu'il faudrait changer tout en même temps. Parce que on ne peut pas. C'est un système, hein, nous vivons dans un système. On ne peut pas. Disons, la difficulté du politique, c'est que si on enlève un bâtonnet du Mikado, tout le Mikado s'écroule. Donc, il faudrait repenser tout le Mikado en même temps. On le voit. Bon, tout le monde voit de quoi je parle, je pense, par rapport à l'environnement. Donc, je ne vais pas insister, mais je pense que cette dimension-là de la difficulté à agir sur la globalité du système est énorme. C'est un défi. Je crois que ce que nous avons cru, espéré, c'est que le coronavirus ferait révolution, au sens fort du terme. Et on s'aperçoit qu'il n'a pas fait révolution. C'est-à-dire qu'il n'a pas permis, comme vous le disiez, de changer l'ensemble des équilibres dans le Mikado et de faire tomber toutes les pièces pour les reconstruire autrement. Et de ce fait, on est dans une gestion pièce par pièce, où on touche pour essayer de contenir les effets les plus néfastes ou mortifères. Et modestement, ce que nous sommes en train de faire, c'est essayer de modifier un peu cette perspective-là, si possible. Très en tout cas, c'est notre devoir, n'est-ce pas? Et notre responsabilité, à ce que je pense. Mais bon, restons modestes peut-être et réalistes. C'est notre fonction de clerc. Je vous remercie infiniment de ces échanges, de ce débat que nous avons mené ce soir. Merci Sylvia Richilento. Merci de l'invitation. Merci de l'échange. Et puis je vous invite pour demain soir, pour ceux qui souhaitent suivre le prochain échange, débat, sur le sujet notre système de santé, entre intérêt des lobbies mercantiles et un service public universel et solidaire, avec Yvette Barbier, Valérie Dacremont, Nago Humbert, animé par Bernard Borel. Merci beaucoup. Merci. Et à demain soir.